Bonsoir à tous. Bonsoir, cher Philippe Chalmin. On est très heureux de vous recevoir à un nouveau webinaire X sur la crise du Covid. Alors, vous êtes professeur, spécialiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste des matières premières, président du Cercle Cyclope. Et on sera très heureux de vous entendre aujourd'hui sur deux sujets d'actualité du moment et d'autres si vous voulez, mais notamment sur l'inflation du prix des matières premières très importante qu'on observe depuis quelques mois. Et un autre sujet qui inquiète aussi, c'est les pénuries sur pas mal d'intrants, notamment industriels et notamment les semi-conducteurs, voilà, qui peuvent avoir un impact, en tout cas qui ont déjà un impact et où on se demande quand est-ce que ça finira. Voilà. Bah, c'est à vous pour une quinzaine de minutes avant qu'on prenne quelques questions des participants. Voilà. Bien, bien écoutez, bonsoir à tous et je suis très heureux de me retrouver avec vous pour traiter d'un sujet qui est, convenez-en, totalement d'actualité puisque en ce quasi début d'automne, l'automne c'est demain si mes souvenirs sont exacts, nous assistons encore à des flambées de prix sur les marchés des matières premières et plus largement des commodités qui font la une de l'actualité et qui commencent à inquiéter, y compris par leurs conséquences éventuelles sur l'inflation. Bon, si on regarde tout simplement ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons des flambées de prix qui affectent des produits aussi différents que le blé, le café, l'aluminium, le gaz naturel, le charbon aussi, un certain nombre de matières premières industrielles aussi, et puis, et il faut le souligner, qui affectent d'autres produits, ce que j'appelle des commodités, en particulier le fret maritime, notamment dans sa catégorie conteneurs, qui atteignent là aussi des prix extrêmement élevés, dans un climat d'ailleurs de retard et de délai d'acheminement considérablement augmenté, ce qui permet de manière quelque peu exagérée à certains journalistes de parler de pénurie. C'est vrai que ces tensions que nous vivons aujourd'hui nourrissent des craintes d'inflation, bien entendu, et puis nous font aussi prendre conscience de la dépendance qui est la nôtre, de celle de la vieille Europe, disons, mais les États-Unis sont dans la même situation d'ailleurs, vis-à-vis de marchés de matières premières dont il faut véritablement admettre la nature profondément instable. Alors, ce que je vais essayer dans le petit moment que vous m'avez accordé, c'est peut-être de revenir un petit peu sur les fondamentaux et puis d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Alors, je voudrais rappeler, parce qu'en France, on a toujours tendance un petit peu à l'oublier, que la nature des marchés de matières premières est caractérisée par leur instabilité. À un moment donné, un prix est la résultante de la relation, du rapport entre une offre et une demande. Et plus exactement, notamment dès qu'on aborde tout le domaine des marchés dérivés et autres, c'est le résultat de l'anticipation que se font l'ensemble des acteurs des marchés de ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. Nous sommes donc véritablement dans un monde marqué au coin de la spéculation. Alors, spéculation, je dirais presque au sens noble du terme, et pas la dimension péjorative qu'on a tendance à lui accorder en France, où on dit tout ça, ce sont les horribles spéculateurs, etc. C'est idiot. À partir du moment où je sais que demain sera différent d'aujourd'hui, je dois anticiper, et dans cette anticipation, eh bien, je me livre à une spéculation qui peut être intellectuelle. Speculare en latin, ça veut dire regarder dans le lointain avec des spéculums, et ça veut dire essayer de se projeter.
Je dis toujours, il se trouve que je commence à atteindre quelques âge légèrement canonique, je dis toujours à mes étudiants que lorsque j'étais à leur place à la fin des années 70, le monde était merveilleusement simple, je pouvais aller me coucher, ma seule certitude était que le lendemain matin, je retrouverais le dollar, le pétrole, le cuivre, le blé, exactement au même prix où je les avais laissés la veille. Aujourd'hui, ma seule certitude en vous parlant ce soir, c'est que demain, les prix seront différents parce que les conditions du rapport offre-demande auront changé. Et cette instabilité, elle est beaucoup plus large d'ailleurs que celle des simples matières premières. C'est pour ça qu'on a parlé de commodité en francisant le terme anglo-saxon de commodities, puisque quand je parle de commodité, je parle aussi bien de monnaie et finance, je parle de produits industriels, l'acier est devenu une commodité, il en est de même, vous venez de parler des semi-conducteurs, il en est de même de services comme le fret maritime. Historiquement, ces marchés de commodités ont toujours évolué suivant des cycles. Et quand on regarde le XXe siècle, et même le début du XXIe, on a suivi des cycles de 20-25 ans qui sont au fond des cycles de l'investissement avec des périodes marquées par des fortes tensions. C'était le cas, par exemple, dans les années 70. Ça a été le cas de la période 2006-2013. Et puis des périodes durant lesquelles le résultat de ces investissements se traduisant par une augmentation de l'offre, eh bien, on était confronté plutôt à un déclin des prix, ce qu'on a trouvé dans les années 80-90 et encore dans les années 2010. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et vous savez, vous avez probablement lu que certaines officines, quand je dis officine, il ne faut pas le prendre du point de vue négatif, mais je pense à Goldman Sachs par exemple, nous bassine depuis quelques mois en parlant d'un nouveau super cycle sur les marchés des matières premières, ce que je n'achète pas véritablement comme scénario. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons été confrontés quand même, et il faut vous le rappeler, à la crise économique la plus forte, le recul économique le plus fort que le monde ait connu depuis l'entre-deux-guerres. Nous sortions d'une période sur les marchés de matières premières qui avait été marquée par la flambée des prix que j'ai évoquée entre 2006 et 2013, liée pour l'essentiel à l'émergence de la Chine comme premier consommateur et importateur pratiquement de toutes les matières premières de la planète. Et à la suite de cette période, nous avions eu entre grossièrement 2013 et 2019, une période plutôt de baisse des marchés. C'est dans ce contexte qu'intervient la pandémie, la récession mondiale que vous connaissez en 2020 et un effondrement des marchés, en particulier au printemps 2020. Les prix sont tombés pratiquement du fait de l'effondrement de la demande à des niveaux extrêmement faibles. Vous vous souvenez même peut-être que nous avons eu quelques heures, durant lesquelles le prix du pétrole sur le marché américain, donc circonscrit quand même la chose, le prix du pétrole a pu être négatif. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a assisté quand même à une reprise économique finalement beaucoup plus rapide qu'on ne l'avait anticipé au cœur de la pandémie. La Chine reprend le chemin de la croissance pratiquement en juillet 2020. Les États-Unis, dopés par les plans Trump puis Biden, retrouvent le chemin de la croissance à l'automne 2020. Et nous, en Europe, on va estimer que la chose s'améliore quand même à partir du début de 2021. Le résultat, c'est qu'on a eu une situation finalement relativement simple à comprendre, dans lequel on a eu un sursaut de la demande à un moment où les capacités de production n'étaient pas revenues à leur niveau optimal. Et donc, pratiquement dès le début de 2021, on a assisté à une première vague de hausse des prix concentrée dans deux secteurs, disons. D'un côté,
les matières premières industrielles, notamment les minerais et métaux. On a beaucoup parlé à ce moment-là du cuivre, on a beaucoup parlé de l'acier, par exemple. On a beaucoup parlé aussi d'un certain nombre de métaux qui semblaient être appelés, qui sont peut-être appelés à un destin relativement intéressant du fait de leur place dans les stratégies de transition énergétique qui sont revenues au devant de la scène à l'occasion de la pandémie. Et puis, on a eu quand même aussi de fortes tensions dès le début de l'année sur les marchés agricoles, ceci lié à deux phénomènes. Un phénomène qui nous a tous surpris à l'époque, qui est le fait que la Chine, qui était importateur de beaucoup de produits, comme je vous l'ai dit, mais qui jusque-là, dans le domaine agricole, n'était pas un facteur majeur. La Chine est devenue, sur la campagne 2020-2021, le premier importateur mondial de céréales, elle l'était déjà de soja, le premier importateur mondial de viandes aussi. On a oublié qu'en Chine, à côté de la pandémie, il y avait aussi la peste porcine africaine qui a eu des conséquences tout à fait considérables sur les modèles de production, mais aussi les modèles de consommation des petits Chinois. Rajoutons à cela, mais ça n'a pas été si déterminant que cela, quelques accidents climatiques, comme ils sont produits régulièrement, qui n'ont pas empêché d'ailleurs le monde d'atteindre des niveaux de production records sur 2020-2021. On a eu des tensions. Je vais vous en donner un exemple qui illustre bien finalement ce qui s'est passé sur un marché que très franchement, où je ne fréquentais pas beaucoup, et qui était le marché du bois de construction aux États-Unis. Marché, alors il se trouve que le bois de construction est coté sur le marché à terme de Chicago. C'était un marché, et il est important, puisque 80% des maisons aux États-Unis sont construites en bois, et la cotation de Chicago, on cote par 1000 pieds planches, ce qui est à peu près l'équivalent de 2,3 mètres cubes. Et sur les 20 dernières années, le prix de ces 1000 pieds planches s'était baladé grossièrement entre 300 et 400 $. On est monté à 1600 $, les 1000 pieds planches, au mois d'avril dernier. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Américains, finalement, ont fait des économies l'année dernière, comme nous autres d'ailleurs. Ils ont bénéficié par ailleurs de conditions financières relativement favorables. Il y a eu un boom du marché de la construction au moment même où les capacités de production forestière étaient quand même encore limitées par le Covid et où l'ineffable M. Trump avait réussi à se brouiller avec M. Trudeau et donc à mettre en plus des taxes à l'importation sur le bois canadien. Le résultat, eh bien, les Américains sont allés essayer de faire leurs courses en Europe et c'est ce qui a provoqué la hausse des prix du bois sur le marché européen. Donc, finalement, on voit là une mécanique relativement simple, une explosion de la demande à un moment où l'offre ne peut pas suffire, les prix s'envolent. Cette première vague sur les marchés atteint à peu près son pic aux alentours du mois de mai et nous connaissons aujourd'hui, et nous sommes aujourd'hui au cœur d'une deuxième vague. Alors, quand je dis deuxième vague, c'est que pour nombre des marchés qui avaient été touchés les premiers, on a assisté quand même un renversement des prix. Le bois de construction aux États-Unis qui coûtait 1600 $, je vous l'ai dit, aux alentours de mars-avril, est retombé et doit être aujourd'hui à 550 $. On a assisté de la même manière à un retournement spectaculaire d'un marché très important pour la Chine, qui est le marché du minerai de fer, dans lequel on est tombé, on était monté de 80 à 230 $ la tonne coûté frais de port chinois, et on est retombé aujourd'hui un peu au-dessus de 100 $. Ceci étant, nous assistons aujourd'hui à une deuxième vague. Cette deuxième vague, elle est peut-être un petit peu plus classique, on ne peut pas la mettre trop au compte de la pandémie, mais elle en subit quand même encore quelques conséquences. Elle est liée à des problèmes climatiques et nous avons eu effectivement un certain nombre de problèmes climatiques qui ont joué sur des récoltes. On a eu par exemple des gelées au Brésil qui ont affecté le marché du café. On a eu l'ouragan ou cyclone, je ne me souviens plus, Ida, qui a pratiquement fermé pendant presque un mois
une grande partie de la production pétrolière aux États-Unis, etc., etc. On a eu aussi un certain nombre de tensions géopolitiques, en particulier quand même les ambiguïtés des relations entre l'Europe et la Russie autour du gaz naturel, qui fait que nos amis russes ont assez volontairement, enfin non pas autant qu'ils le pouvaient ou qu'ils le pourraient, ouvert les robinets de leur livraison de gaz et attendent manifestement, plutôt que de passer par l'Ukraine, l'ouverture officielle du gazoduc Nord Stream 2, etc., etc. Et puis, et là, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau, on a vu l'apparition, et ça, c'est vraiment un élément des 3-4 derniers mois, de véritables goulots d'étranglement en matière logistique, qui affectent non seulement les matières premières, mais aussi nombre de biens manufacturés dont nous dépendons. Je ne doute point que tous les polytechniciens roulent en vélo. Si vous voulez vous offrir un vélo aujourd'hui, qui est peut-être assemblé en France, mais à partir de pièces détachées venant essentiellement d'Asie, il faut savoir qu'un conteneur Asie-Europe qui coûtait à peu près à balader entre 1 000 et 1 500 $ avant la pandémie, qui coûtait encore l'année dernière à peu près ce niveau de prix, aujourd'hui, vous payez minimum 10 000 $, voire plus, sachant que les délais de livraison se sont allongés du fait de la fermeture d'un certain nombre de ports, eux aussi touchés par la pandémie. Le port de Ningbo en Chine, qui doit être le 2e port chinois, a été fermé pendant 1 mois. Le Vietnam a complètement isolé ses frontières à un moment donné. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, et c'est peut-être cela, et c'est ce dernier élément qui n'est pas spécifique aux matières premières, qui en a rajouté dans l'ambiance de pénuries industrielles que nous connaissons. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une deuxième vague de tensions sur les marchés mondiaux, avec des matières premières qui jusque-là étaient passées un peu au travers des gouttes. Bon, j'ai cité le café gelé au Brésil et blocage des exportations vietnamiennes. Je vous rappelle que le Vietnam est le 2e producteur mondial de café, on a toujours tendance à l'oublier. La flambée des prix de l'aluminium, je dirais que la cerise sur le gâteau, ça a été le coup d'État en Guinée, la Guinée étant le 1er producteur mondial de bauxite, mais aussi la sécheresse au Yunnan en Chine, qui a limité l'alimentation en énergie relativement propre et qui a réduit la capacité de production d'aluminium de la part de la Chine, etc., etc. Sur le gaz naturel, on a eu quand même d'une part un retard dans les politiques de restockage des principaux gaziers européens, et puis des doutes que l'on entretient sur la capacité de la Russie de continuer à approvisionner régulièrement l'Europe, etc., etc. Alors voilà à peu près l'état de la situation, donc de fortes tensions, et je suis frappé, finalement j'en ai quand même un bon indicateur. Il n'y a pas de jour aujourd'hui où je n'ai pas un journaliste qui m'appelle pour me dire « Docteur, que se passe-t-il? Je paie mon carburant plus cher, je vais payer mon gaz plus cher, mes pâtes, j'ai oublié de vous parler du blé dur, mes pâtes vont coûter plus cher, mon café va coûter plus cher, mon plombier va acheter plus cher son cuivre et ses tuyaux de cuivre et ses tuyaux en fonte, etc., etc. » Alors, que peut-il maintenant se passer? C'est là-dessus que je conclurai, j'ai déjà probablement pris largement mon temps de parole. En toute logique, on devrait arriver, alors évidemment, quand je fais des prévisions, j'ouvre un certain nombre de parapluies. J'ai un premier parapluie qui est climatique, à conditions climatiques à peu près stables. J'ai un deuxième parapluie qui est sanitaire, en imaginant que la pandémie peu à peu commence à reculer, ce qui n'est absolument pas le cas, je vous le rappelle, en particulier en Asie, et c'est là important pour nous, et un parapluie géopolitique à peu près constant. Et je vous rappelle que ce dernier parapluie est relativement important. On parle moins de tensions dans le Golfe arabo-persique, mais
pour comprendre, par exemple, l'attitude de nos amis, entre guillemets, australiens sur l'affaire des sous-marins, il faut se souvenir que l'Australie est en but à un embargo chinois pour ses exportations, que ce soit de charbon, que ce soit d'orge, que ce soit de coton, que ce soit de vin. Et donc, l'Australie, quelque part en première ligne, se dit que le parapluie américain sera peut-être plus efficace que le parapluie français. Donc, essayons de nous mettre aussi de temps en temps à leur place. Donc, si j'exclus ces trois petites remarques, à la fois climatiques, sanitaires et géopolitiques, on devrait assister avec justement des prix quand même de plus en plus rémunérateurs, à un retour à la normale des capacités de production. Et sur un certain nombre de marchés, quand on regarde les fondamentaux, c'est-à-dire le rapport offre-demande, il n'y a honnêtement pas de raison majeure de s'inquiéter. Et la plupart des analystes dont je fais partie pensent qu'on devrait assister, que l'essentiel des pics de prix est déjà probablement derrière nous et qu'on devrait assister à un déclin des prix avec, dans certains cas, des chutes relativement violentes, comme on vient de le vivre d'ailleurs sur ces deux marchés que je vous ai cités, le bois et le minerai de fer. Il est clair quand même que l'on assiste un peu partout aujourd'hui à un certain essoufflement de la reprise économique. On parle même de scénario de stagflation, ce qui ne me paraît pas totalement aberrant. Alors bien entendu, à partir de là, tous les marchés ont leur propre histoire et il faut tenir compte pour chacun d'eux de la situation précise du moment. Je vous donne un exemple d'un petit métal qu'on a un peu oublié, l'étain. L'étain a connu quand même une flambée des prix, et ça pourrait rester quand même à des niveaux relativement élevés. D'un côté, parce qu'il y a les incertitudes sur le Myanmar, qui se trouve être le grand fournisseur de minerais d'étain pour la Chine, et d'autre part, parce que l'étain a son sort lié aux semi-conducteurs, puisque dans l'industrie des semi-conducteurs, on utilise des bases de soudure à base d'étain. Vous aurez compris que je ne suis pas un ingénieur et j'aurais été incapable de faire de grandes écoles comme les vôtres, donc j'atteins assez vite mes niveaux d'incompétence technologique totale. Mais ce qui est clair, c'est que nous risquons de connaître sur un certain nombre de marchés des tensions. Je crois qu'il ne faut pas exagérer d'ailleurs celles dont on parle beaucoup sur les minerais stratégiques, les terres rares, le cobalt, etc., sur lesquels les marchés sont quand même plutôt excédentaires dans l'état actuel et sur lesquels les perspectives de développement sont peut-être plus lointaines qu'on ne le pense. Par contre, il y a un domaine dans lequel je serais peut-être plus inquiet parce que là, nous avons de véritables goulots d'étranglement, c'est tout ce qui concerne le fret maritime. Il faut se souvenir que nous sortons d'une période où les prix du fret avaient été extrêmement bas et donc où l'investissement en de nouveaux navires, qu'il s'agisse de porte-conteneurs, qu'il s'agisse de vraquiers, les pétroliers, c'est une autre histoire, cet investissement avait été insuffisant. Et d'autre part, l'investissement dans des capacités portuaires a été là aussi souvent insuffisant. Et donc, par rapport à l'augmentation des flux maritimes mondiaux dans cette mondialisation heureuse dont nous vivions, bien, il est clair que là, les goulots d'étranglement risquent de perdurer au moins jusqu'à l'année prochaine. Voilà un petit peu l'état de la situation. En fait, mon diagnostic est que non, nous ne sommes pas en présence d'un supercycle. Nous devrions, en toute logique, connaître un adoucissement des marchés. Et au fond, de ce point de vue-là, de cette crise, il faudra retenir deux choses. D'abord, la prise de conscience par un certain nombre d'industriels et de consommateurs au sens le plus large, et puis de politiques bien entendu, de la dépendance qui peut être la nôtre, celle de vieux pays industriels qui ont trouvé dans la joie des délocalisations l'idée de penser que l'on pourrait faire travailler les autres pour se contenter nous autres de consommer.
Je pense que de ce point de vue-là, nous en sommes relativement loin et c'est peut-être un petit message d'ailleurs que l'on pourrait passer à nos amis verdâtres et autres. La deuxième chose, c'est malheureusement de rappeler aussi que la dépendance vis-à-vis des marchés des matières premières, elle est une dépendance que partagent à la fois les consommateurs, mais aussi les producteurs. Et là-dessus, malheureusement, ne pensez pas que le fait de détenir des matières premières soit une porte ouverte vers le bonheur économique. Il y a malheureusement une constante dans l'histoire, et je suis historien, il y a une constante dans l'histoire qui est celle de la malédiction des matières premières. Prenez simplement l'actualité récente. La Guinée, qui vient de vivre un coup d'État, est un véritable scandale géologique avec premier producteur mondial de bauxite, des gisements de minerais de fer tout à fait considérables, des ressources forestières, etc. Et un des pays les plus pauvres, entre guillemets, de la planète. Même topo en ce qui concerne la République démocratique du Congo, même topo en ce qui concerne le Pérou aussi. Et demain, malheureusement, lorsque je vois l'intérêt des Chinois qui commencent à me jeter leur dévolu sur les richesses minières en Afghanistan, je frémis sur ces malheureux Afghans. Juste pour conclure par un petit trait qui vous fera peut-être sourire, mais que l'on peut appliquer globalement aux matières premières, je voudrais vous relire simplement une petite citation qu'un jour un de mes étudiants avait trouvée dans une pièce, une des dernières pièces de Jean Giraudoux, La Folle de Chaillot. Et si vous vous souvenez de La Folle de Chaillot, on cherche du pétrole dans les sous-sols de Paris. Et à un moment, la folle demande à un de ses commensaux qu'est-ce que font ces gens-là qui sont en train de fouiller la terre. On lui répond, ils cherchent du pétrole. Et elle demande, mais qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole? Et Pierre lui répond, ce que l'on fait avec du pétrole, de la misère, de la guerre, de la laideur, un monde misérable. Giraudoux écrivait en 1946, malheureusement ceci est tout à fait valable encore pour les matières premières, notamment énergétiques et minières. Voilà quelques éléments, mais je serais heureux, bien entendu, de discuter avec vous à partir de ce petit diagnostic. Merci beaucoup, Philippe, c'est passionnant. Merci. Et déjà beaucoup d'éléments. Et alors, on a déjà quelques premières questions dans le chat. Donc, je vais vous poser les deux premières. Et alors, sur le gaz, donc Marie-Louise Casademont, qui est une experte du gaz, qui a fait combien, 20 ans chez Gaz de France, ou je ne sais plus combien, beaucoup. Et donc, il demande, est-ce que l'envolée des prix du gaz est conjoncturelle ou pérenne? Et j'écoutais encore à la radio ce matin que ça a un impact énorme sur le prix de l'électricité. Qu'en Espagne, il y a des producteurs qui font faillite, etc., parce que le gouvernement bloque les prix. Et deuxième question aussi de Marie-Louise, est-ce que les pénuries de produits manufacturés qu'on a connues dès le début de la pandémie sur les masques, etc., vont inciter à la réindustrialisation? En tout cas, on essaye, mais est-ce que vraiment ça va le faire? Voilà. Alors, juste pour aggraver, il y avait un papier tout à fait amusant sur Reuters ce matin sur le problème du gaz naturel, parce que le gaz naturel va entraîner une autre pénurie auquel je n'avais pas pensé, je le dois l'avouer, à des sous-produits de l'extraction du gaz, c'est tout simplement la production de gaz carbonique. Et ce gaz carbonique est utilisé alors pour les boissons gazeuses. Alors j'aurais tendance à dire qu'une pénurie de Coca-Cola serait peut-être au fond un bienfait, mais chez les Anglais, le gaz carbonique est aussi utilisé, alors probablement en France aussi, pour l'abattage des animaux. Et ils commencent à craindre du fait de la crise que ceci pourrait engendrer pour l'industrie de la viande, une pénurie de dinde pour Noël. Vous voyez, où il ne va pas se cacher. Bon, alors soyons sérieux. Alors c'est vrai que pratiquement jamais les prix du gaz naturel en Europe n'ont été aussi élevés. Alors pour vous situer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi, chère madame, le marché du gaz naturel, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y a pas un marché mondial du gaz naturel, il y en a trois. Il y a un marché américain où traditionnellement les prix étaient relativement déprimés, étant donné
l'importance de la production de gaz de schiste et les États-Unis sont devenus excédentaires. Alors on mesure, alors moi je mesure, disons, le prix du gaz en dollars par million de BTU, British Thermal Unit. Pour vous situer, le prix du gaz ces dernières années aux États-Unis se baladait entre 2 et 3 dollars le million de BTU. Avec le cyclone Ida, on est monté à 4 ou 5 quand même, puisqu'une grande partie de la production de gaz de schiste a été arrêtée du fait de ce cyclone. Nous, en Europe, deuxième marché, nous importons du gaz, pour l'essentiel du gaz gazeux, par des tuyaux en provenance de certains de nos amis. Et on en produit, bien entendu, en Norvège, on en produisait à Groningue, mais on en importe aussi venant de Russie et un petit peu d'Algérie, etc. Là-dessus, pendant longtemps, c'était des prix dont personne ne savait exactement. Je pense que Gaz de France avait ses propres contrats, bien entendu, et qui étaient en général historiquement indexés sur le prix du pétrole. Mais grossièrement, ça faisait qu'on importait notre gaz dans la zone des 10 dollars le million de BTU. Puis vous avez un troisième marché, qui est le marché, alors lui, d'un gaz différent, qui coûte plus cher, puisque c'est le gaz naturel liquéfié, essentiellement le marché asiatique. Et pour passer du gaz gazeux au gaz naturel liquéfié, vous devez liquéfier, transporter, regazéifier, et ça vous coûte quand même, disons, 3-4 dollars le million de BTU. Ça veut dire que quand les États-Unis, qui sont devenus des exportateurs, mettons que le gaz naturel coûtait sur le marché américain 4 dollars, eh ben, il passait sur le marché mondial en GNL à 7 ou 8 dollars. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'année dernière, le prix du gaz naturel liquéfié, donc sur le marché asiatique, a connu une instabilité extraordinaire. Au mois de mai, effondrement de la demande, on était à 1,50 $. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un producteur qui pouvait passer. Et puis au mois de janvier, où il y a eu une vague de froid sans précédent en Asie, on est monté à plus de 30 dollars le million de BTU. Il y aurait même eu une transaction à 40 dollars. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur le marché européen de gaz gazeux, on est à peu près au même niveau de prix que sur le GNL en Asie. Et d'ailleurs, on se bat avec les Asiatiques pour les cargaisons de GNL et on est aux alentours de 25 à 27 dollars le million de BTU. Donc, c'est un prix très élevé et je crois qu'il n'a pratiquement jamais été aussi élevé sur le marché européen. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une baisse de production européenne. Le gaz de Groningue, c'est pratiquement terminé parce qu'ils ont découvert que ça provoquait des séismes, etc. Et on a arrêté le gaz de Groningue. Il y a toujours les Norvégiens. Mais donc, on a une dépendance de plus en plus forte aux importations. Et là-dessus, il y a quelqu'un qui représente 30 à 40% des importations européennes, qui s'appelle la Russie. La Russie, vous le savez, est engagée dans un bras de fer avec l'Ukraine. Ils bypassent l'Ukraine en ayant construit Nord Stream 1 et ils viennent de terminer Nord Stream 2. Nord Stream 2 n'est pas encore opérationnel. Et donc, il est terminé, mais il ne fonctionne pas encore parce qu'ils attendent tous les feux verts du régulateur allemand. Et donc, on se trouve dans une situation où, alors, il n'est pas impossible que les Russes ne fassent pas beaucoup d'efforts, d'autant plus qu'ils ont construit un énorme gazoduc, Pride of Siberia, orgueil de la Sibérie, et qui livre directement la Chine. Et donc, certains se demandent même si la Russie aura les capacités d'être capable de continuer à approvisionner à la fois l'Ouest et l'Est. Là-dessus, il faut rajouter une chose, c'est que, comme les prix l'année dernière étaient très bas, un certain nombre d'opérateurs européens ont joué un peu la montre et se sont dit, on va attendre un petit peu pour reconstituer nos stocks. Et donc, on aborde l'automne, période normalement de forte consommation, avec des niveaux de stock extrêmement bas. Le résultat, les prix ont flambé et en toute logique, les prix
devrait pouvoir commencer à diminuer, mais très franchement, pas avant 2020. Et c'est la conséquence de ce qui se passe sur le gaz qui a poussé à la hausse des prix de l'électricité, sachant que sur l'électricité joue un autre phénomène et un autre prix qui a monté, dont je n'ai pas parlé, parce que lui, c'est plutôt positif, c'est le prix de la tonne de carbone. Je vous rappelle qu'on est passé au-dessus de 60 € la tonne. Et aujourd'hui, alors que jusque-là, le prix marginal de l'électricité, c'était le prix du dernier kilowattheure provenant d'une centrale marginale qui était une centrale à charbon, aujourd'hui, le prix marginal de l'électricité, c'est le prix du dernier kilowattheure d'une centrale à gaz. Et on voit bien là, d'ailleurs, que l'on touche certaines incohérences des politiques énergétiques. C'est admirable, bien entendu, de vouloir du renouvelable à tout crin. Simplement, on a oublié que l'énergie, et je continue à penser que l'énergie de transition entre l'âge que nous vivons sur la planète aujourd'hui du pétrole et du charbon et demain, pour nos petits-enfants, celui des énergies renouvelables, il y a un maillon, un chaînon qui assurera finalement la transition. À mon sens, c'est le gaz naturel. Et quand je vois qu'un certain nombre d'entreprises, etc., pas totales, s'éloignent justement sous la menace d'actionnaires plus ou moins voulant absolument laver plus blanc, s'éloignent de toute forme d'énergie fossile, je dis que c'est là une aberration. Donc ça, c'était votre première question. Sur la deuxième question, oui, je n'en doute point. N'oubliez pas, chers amis, que oui, la réindustrialisation, je ne suis pas contre. Je vous rappelle qu'en France, s'il est difficile de fermer une usine, il y a bien pis encore, c'est qu'il est quasiment impossible d'en ouvrir une. Et donc, de ce point de vue-là, oui, tout le monde rêve de la réindustrialisation. Est-ce possible? Je n'en suis point totalement sûr lorsque j'entends un certain nombre de discours. Mais, quelque part, je préférerais que nous soyons capables aujourd'hui de fabriquer l'intégralité de nos vélos. Ça n'est pas le cas. Merci Philippe. Alors, deux nouvelles questions. Donc, de Bertrand Lépinois, aussi un membre actif d'X-Sursaut. L'absence de synchronisation des goulets d'étranglement des matières premières commodités concernées n'était-elle pas un frein, une augmentation d'une inflation générale durable? Donc, voilà, est-ce que le fait que c'est tel marché à un moment, tel marché à un autre qui bloque, fait que, en fait, voilà, il n'y a pas cet effet global sur l'inflation? Et remarque de Hubert Lévy-Lambert, fondateur d'X-Sursaut, c'est, alors vous avez parlé d'énergie de transition, le gaz et le nucléaire, parce que c'est aussi, voilà, on voit que là, dans cette pénurie d'électricité, on est content d'avoir nos centrales, ou on serait content d'en avoir plus. Allez, me permettez-vous sur cette dernière question une petite pique, chers amis polytechniciens. Ma mère aurait rêvé que je sois polytechnicien. Et j'ai toujours eu une admiration profonde pour toute la génération qui fut capable d'orchestrer et d'œuvrer les plans nucléaires français des années 70 et 80. Je continue à penser que le nucléaire est une chance pour la France. Je suis quand même obligé de constater que vos successeurs n'ont pas été forcément très, très bons. Et quand je vois les difficultés, alors certes, on met les barres de plus en plus haut, quand je vois les difficultés de développement des nouveaux EPR, etc., j'avoue qu'il y a des moments où je trouve que ceux qui les ont conçus se sont donné des bâtons pour se faire battre. Bon, ça, c'est une petite remarque. Je pense que de toute façon, à l'échelle de la planète, le nucléaire ne peut pas jouer le rôle essentiel. Tout simplement parce que, soyons clairs, vous n'allez pas mettre le nucléaire dans toutes les mains. Le nucléaire demande un environnement technologique, un environnement politique. Quand je pense que sous la présidence de M. Sarkozy, nous avions reçu M. Kadhafi et que certains pensaient vendre une centrale nucléaire à la Libye
quand je pense que les Coréens ont construit des centrales nucléaires dans le Golfe arabo-persique, je trouve que c'est dramatique. Donc là-dessus, le nucléaire, on ne pourra pas le développer de manière, je dirais, raisonnable. Et il est important, et je dirais que le nucléaire est avant tout une question française, puisque nous sommes le seul pays à avoir joué à fond la carte du nucléaire et à avoir de ce point de vue-là un track record à peu près exemplaire. J'espère qu'on sauvera le nucléaire en France. Ne vous faites pas d'illusions. Je ne crois pas que l'on le développera ailleurs de manière notable. Moi qui ne suis pas un technicien, je ne crois pas non plus totalement, je dois l'avouer, aux énergies renouvelables de la première génération, le solaire, l'éolien, même si aujourd'hui, avec les hausses de prix, il commence à reprendre quelques couleurs. Je crois beaucoup plus aux renouvelables de deuxième génération à partir de la biomasse, que ce soit à partir des déchets, qu'ils soient ménagers, agricoles ou forestiers. Bon, je n'ai pas d'opinion en ce qui concerne l'hydrogène. Je pense quand même que nous avons devant nous des potentialités de développement et de nouvelles technologies que nous ignorons encore, que vous connaissez peut-être, que moi j'ignore encore largement aujourd'hui. Alors, l'absence de synchronisation, il faut bien se rendre compte, chaque marché a sa propre histoire. Maintenant, il y a une forme de synchronisation pour un certain nombre de ces marchés par le biais des marchés financiers. Il y a de la spéculation financière. Et cette spéculation, elle est nécessaire, puisqu'à partir du moment où je sais qu'un prix est instable, en tant qu'opérateur économique, je cours un risque. Et ce risque, il faut que je l'assure, il faut que je le transfère à quelqu'un qui va être un investisseur. Vous ne le savez pas, mais vos caisses de retraite, vos compagnies d'assurance, elles ont toutes, en analysant toutes les classes d'actifs, elles sont aussi dans les matières premières de manière souvent importante. Donc, il faut en tenir compte. Et c'est vrai que là, on a un effet de capillarité d'un marché à un autre. Simplement, ce qui est clair aussi, c'est que nous payons aujourd'hui, on a l'impression que les prix sont très élevés. Alors, il y a un effet d'optique. Parce que souvent, on compare un prix à ce qu'il était le 1er janvier dernier ou à ce qu'il était il y a un an. Si vous prenez un prix il y a un an, les prix ont considérablement augmenté. Je vous donne un exemple, parce que je n'arrête pas d'être interrogé sur ce qui touche le plus le français, c'est-à-dire le prix de l'essence. 1,58 votre samplon 95, c'est effroyable, etc. Mais c'était exactement le prix auquel vous avez payé l'essence en 2018 et 2019. C'est vrai qu'en mai 2020, vous n'alliez pas beaucoup à la pompe parce que vous ne pouviez pas vous déplacer parce qu'il y avait le confinement. Mais vous pouviez, si vous aviez acheté de l'essence, vous l'auriez payé 1,25. Aujourd'hui, on est à 1,58. Bon, ce n'est pas dramatique. Le pétrole, d'ailleurs, je vous le signale, en vrai, je n'ai pas beaucoup parlé du pétrole, parce que le pétrole, il reste assez raisonnable. Hein. On est aujourd'hui entre 70 et 75 $, et on ne montera pas tellement plus haut, parce qu'il y a quand même, sur un marché mondial de 100 millions de barils jour, il y a 10 millions de barils jour de capacité de production qui n'attendent que de revenir sur le marché. Et on ne sait pas, par exemple, étant donné le caractère quelque peu erratique de la diplomatie américaine aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il adviendra de l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que les 2 millions de barils jour potentiels de l'Iran vont revenir sur le marché? Sur le pétrole, on est à un prix que je qualifierais presque de raisonnable. On est entre 70 et 75 $. Je vous rappelle que le 10 juillet 2008, on était à 147 $ le baril. En fait, là où finalement, ce qui se passe, c'est que 2006-2013, on a eu un choc. Ce choc a incité à des investissements dans les capacités de production. Mais le temps de la production est un temps long. Le temps du champ pétrolier, le temps de la mine, le temps de la plantation agricole, ce sont des temps longs qui se passent 10, 15, souvent plus longtemps. Si vous rajoutez au fait que la production de matières premières, ce que je vous disais en conclusion, est déstabilisatrice pour les pays producteurs.
Regardez la Guinée. La Guinée a un gisement colossal de minerais de fer Simandou. Ça fait des années que des investisseurs essaient d'y aller et sont obligés de corrompre d'un côté ou d'un autre et que rien ne s'est développé. Regardez Total qui vient de reculer sur les énormes gisements potentiels, enfin non, pas potentiels, les énormes gisements de gaz naturel dans le canal du Mozambique. Parce que de ce côté-là, vous avez une insurrection islamiste dans le nord du Mozambique et ça doit correspondre au sud du Kenya, si mes souvenirs sont exacts. Enfin là, il faudrait que je regarde la carte pour être totalement précis. Mais donc, il faut bien se rendre compte que le temps d'investissement est un temps long. Et à la limite, alors Laurent Daniel étant un spécialiste du shipbuilding, il le sait bien. Ce qui est amusant dans le monde maritime, c'est que ce sont des capitalistes, ce sont des gens qui vont risquer leur coup. Je commande un bateau aujourd'hui, il va m'être livré dans 3 ans. Et je ne sais pas dans 3 ans quels seront les taux de fret. Et mon bateau, il va peut-être arriver à contre-courant. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les Maersk, MSC et CMA CGM se font des résultats extraordinaires, mais les porte-conteneurs qu'ils ont commandés arriveront l'année prochaine, dans 2 ans. Et encore faudra-t-il que les capacités portuaires soient capables d'augmenter. Et vous savez ce qu'il en est dans un certain nombre de pays. Dès que l'on veut augmenter une capacité portuaire, etc., vous avez tous les écolos qui viennent en disant « vous ne pouvez pas toucher à ceci, ceci ou ceci ». Donc, on se retrouve dans des situations dans lesquelles vous avez ce cycle de l'investissement et pour l'instant, ce qui me fait penser que oui, nous allons avoir des capacités qui vont arriver sur les marchés, ça prendra du temps, et puis il y a des demandes nouvelles. Je pense que la flambée des prix du gaz naturel va faire réfléchir un certain nombre de gens. N'oubliez pas, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle qui exerce cette profession, qu'il y a une constante dans l'histoire économique, c'est la bêtise des banquiers. Vous allez voir un banquier lorsque les prix sont bas et vous lui dites que c'est le moment d'investir, il va vous dire allez, passez votre chemin. Vous allez le voir quand les prix sont élevés, il vous dira mais bien entendu, cher ami, je vous signe un chèque. Je caricature un peu, mais c'est quand même un petit peu la base de ces cycles que nous avons connus sur les marchés de matières premières et que nous connaissons encore aujourd'hui. Merci Philippe. Alors, une question posée directement par Hubert Lévy-Lambert. Vas-y Hubert. Oui. Vous m'entendez, vous me voyez? Oui. Ouais. J'étais il y a quelques jours au Palais de Chaillot, pas pour voir la folle de Chaillot, mais pour voir des gens qui cherchaient du pétrole en creusant dans ce théâtre. Et ça me fait penser, puisque vous parlez de la folle de Chaillot, qu'il y a sans doute du gaz sous nos pieds. Il y avait du gaz à lac il y a quelques années. Et aujourd'hui, si on avait découvert le gaz de lac, on l'aurait refermé aussitôt parce que c'était dangereux. Il y avait un gaz très corrosif comportait plein de soufre, qui nous a permis d'être le 2e producteur de soufre du monde pendant des années. Aujourd'hui, on a peur de tout. On ferme nos centrales nucléaires, on n'exploite pas notre gaz et on achète à grands frais à l'extérieur. Et on s'est aperçu, et ce sera ma question, cher ami, qu'il y avait un problème de sécurité d'approvisionnement dans tout un tas de produits et les médicaments en font partie. Et puis ce matin, j'entendais une pauvre dame du fin fond de la Bretagne qui montrait des millions de masques qu'elle n'arrive pas à vendre parce qu'elle a la concurrence chinoise. Alors, ma question, est-ce qu'au niveau de la France, ou encore mieux au niveau de l'Europe, on va prendre des mesures et lesquelles pour permettre vraiment à la production locale de se développer? C'est une question qui a été posée tout à l'heure, mais très concrètement, à propos des masques, elle est concrète. Il ne faut pas des années pour construire des masques, pour les fabriquer. On en a et on ne sait pas quoi en faire. Alors, je ne saurais pas vous répondre en ce qui concerne les masques,
Par contre, je peux vous rassurer, quand bien même nous aurions des ressources pétrolières, gazières ou minières, soyez sûrs que nous ne les exploiterons pas. J'ai participé au débat public sur le développement du projet Montagne d'Or en Guyane, qui était un projet intéressant. Alors, vous me direz, l'or n'est pas une matière première stratégique. Je n'ai jamais pensé que la mine était un facteur de développement. Je pense quand même qu'on pouvait faire d'une exploitation minière en Guyane qui aurait permis de limiter un peu l'orpaillage clandestin, une véritable vitrine pour montrer qu'on pouvait faire une mine de manière propre, en intégrant et presque en suivant les préceptes du développement durable. Je me suis heurté de manière souvent violente d'ailleurs à l'époque d'ailleurs, le fer de lance là-dedans était le WWF France, dont le directeur général s'appelait Pascal Canfin, qui, je vous le rappelle, a été numéro 2 sur la liste En Marche aux européennes et qui aujourd'hui préside la commission de l'environnement du Parlement européen. Faut-il vous faire des dessins? Non. J'ai participé, je suis assez copain de José Bové, vous voyez, j'ai des fréquentations tout à fait diverses, j'ai participé à des débats homériques avec lui sur le gaz de schiste. Effectivement, nous avons peut-être des potentialités de gaz de schiste. Ce n'est pas évident d'ailleurs, certainement pas dans la région où on avait fait les premiers forages dans les Cévennes, mais probablement dans la zone qui va grossièrement de Paris aux Vosges. L'excellent Christian Jacob, qui, me semble-t-il me souvenir, est maire de Provins et dans ces coins-là, a été à l'origine d'une loi qui a bloqué toute recherche de gaz ou de pétrole faisant appel à des technologies de forage horizontaux et de destruction des roches au jet d'eau. Bon, enfin, je caricature un petit peu. Donc, je vous rassure, et dès qu'on a des potentialités, il y a des potentialités de mines de tungstène dans les Pyrénées, je vous rassure, elles ne seront jamais exploitées. Donc là-dessus, n'ayez crainte, la France de ce point de vue-là, et il faut vivre avec ces contradictions. Il se trouve qu'on préfère avoir des éoliennes dont on ne maîtrise pas totalement la seconde vie que des mines. Bon, c'est peut-être parce que l'image de la mine a toujours été une image un peu négative. Et quand on explique sur le journal de 20 heures que l'on va passer du mercure au cyanure pour extraire l'or, le cyanure en général, c'est pour en terminer avec sa belle-mère et pas pour extraire de l'or. Donc là-dessus, je vous rassure, quant à l'industrie, c'est vrai que oui, le choix français n'a pas été très favorable à cela. Il se trouve que je ne suis pas à Paris pour vous parler, je suis au Pays Basque français, mais je vois de mes fenêtres l'autre côté. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un pays, un des derniers endroits d'Europe où il y a une base industrielle, allez vous balader entre Saint-Sébastien et Bilbao, prenez toutes les vallées industrielles, vous verrez ce que c'est. Effectivement, mais soyons très, très clairs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de vers basques, ou du moins ceux-ci ne se font pas entendre, sachant que vous pouvez avoir là aussi la coexistence entre une nature superbe et des vallées industrielles où s'alignent usine après usine. Côté Pays Basque français, ne vous inquiétez pas, il n'y a pratiquement plus rien. Merci Philippe. Alors, on arrive au bout de l'heure. Alors, peut-être des toutes dernières questions et une conclusion de votre part. Donc, il y avait une question de Marie-Louise toujours un peu sur le nucléaire, c'est la situation du marché de l'uranium. Bertrand qui disait que voilà, s'il y a de l'inflation, s'il y a une inflation durable, il y a l'intervention des banques centrales qui est là. Et moi, j'avais envie de vous demander de manière plus globale, on est à 9 mois de la présidentielle, ou même moins peut-être, qu'est-ce que vous espérez? Est-ce qu'il y a quelque chose en termes de politique publique que vous espérez
pour répondre à ce que vous considérez comme les grands enjeux en ce moment, ou voilà, pour vous, c'est un micro-événement et qu'on fasse donc, écoutez, alors sur l'uranium, il faut savoir que les prix de l'uranium ont été très, très déprimés pendant pas mal de temps et que d'autre part, il y a eu, comme vous le savez, un certain nombre de petits problèmes dans le principal producteur mondial d'uranium, maintenant, c'est le Kazakhstan. Et ensuite, il y a le Canada. Il y a eu quelques problèmes de production. Il y a quand même l'instabilité au Niger aussi, qui n'est pas négligeable. Et donc, les prix de l'uranium sont remontés. Mais là aussi, je dirais, c'était presque nécessaire de manière à quand même maintenir des capacités de production suffisantes. Oui, a priori, pour l'instant, il est excessif de parler d'inflation. Du moins, il y a une inflation ressentie. Mais d'inflation véritable, il y a quand même une hausse des prix aux États-Unis. Aux États-Unis, on est à 5,3% de hausse des prix en base annuelle. Ça n'est pas négligeable. En Chine, il y a une hausse des prix industriels de 9 à 10%. Ça, c'est quand même assez important. Et les Chinois, ils sont très, très sensibles. Pour l'instant, en Europe, on se balade entre 2 et 3%. Donc, c'est quasiment pas d'inflation. Il ne faut pas exagérer de ce point de vue-là. On peut, je dirais que cyniquement, je pense que d'une manière ou d'une autre, la seule porte de sortie de notre situation d'endettement dont nous héritons, réaction à la crise de 2008, puis à la crise sanitaire de 2020, on a un endettement qui devient quasiment insupportable. Alors pour l'instant, il est supportable parce que les taux sont bas et que nous avons choisi une stratégie qui est celle d'étouffer lentement le rentier, puisque la réalité est que les taux longs sont négatifs, les taux réels longs sont négatifs. Donc, quelque part, c'est la mort lente du rentier. L'avantage de l'inflation, c'est que ça peut le tuer plus rapidement. Et n'oubliez pas que la seule morale du capitalisme, c'est quand même toutes les 2 ou 3 générations de ruiner les rentiers et donc de rééquilibrer le partage capital-travail. Voilà. Donc, alors, quant aux élections, bon, écoutez, je frémis, nous vivons actuellement cette lutte intense auquel se livrent les Verts. Mes étudiants m'avaient prévenu depuis quelque temps, j'en ai quelques-uns qui sont engagés et qui m'avaient dit, vous verrez, monsieur, madame Rousseau sortira du lot. Au départ, je ne voulais pas les croire et je pense qu'ils avaient raison. Yannick Jadot est un de mes anciens élèves, mais quelque part, je me dis que nous avons la chance d'avoir les Verts les plus extrêmes qui soient. Alors, c'est une malchance pour les Verts, c'est peut-être une chance pour nous parce que ça permet de les déconsidérer. Ce qui m'inquiète par contre, c'est de voir que l'ensemble de la classe politique adopte des discours qui semblent flatter l'électeur au sens du poil. Je ne suis pas sûr que l'on assiste, qu'il y ait des choix politiques majeurs auxquels nous allons nous livrer. Le vrai choix, me semble-t-il, c'est incontestablement celui de la réforme de l'État au sens le plus large en France. Pendant longtemps, la France a fait illusion, car pour moi, elle était au fond le seul État soviétique qui avait vraiment réussi. Et étant enseignant, j'appartiens à la dernière grande administration stalinienne de la planète. Pendant longtemps, ça a bien marché. Et pendant longtemps, le modèle français a été admirable. Le modèle français est aujourd'hui en panne et le drame est qu'avec les meilleures volontés du monde, les politiques ne changeront pas les Français et ne changeront pas cette relation viscérale que les Français entretiennent à leur État. Il irait jusqu'à dire que la France est irréformable. Il y a des moments où je me le demande et où je suis par contre un peu inquiet de toutes les dérives de discours. Quand j'entends Madame Batteau sur la décroissance, je frémis, très franchement. Et mon inquiétude est que j'ai parfois l'impression d'être un peu isolé dans mes frémissements.
Merci beaucoup. Merci Philippe pour cette heure avec nous passionnante. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Et puis partagée par nous. Voilà, donc on est très heureux et on vous remercie beaucoup. Voilà, je vous enverrai le lien vers le... Alors, je me permets simplement de vous Ah oui, très montrer bien. ce petit objet, qui est le rapport Cyclope, qui est disponible en toute bonne librairie et chez Economica, et qui fait le point sur l'ensemble des marchés mondiaux de l'ananas au zirconium. Si vous allez sur le site de Cyclope d'ailleurs, vous pouvez même l'acquérir sous forme électronique, car nous sommes quand même un peu modernes. Voilà. Okay. Merci. Excellent Cyclope. Oui, merci. Oui, beaucoup d'entre nous connaissent et c'est vrai que c'est passionnant. C'est toujours très, très passionnant à lire. Merci beaucoup Philippe et je vous envoie le lien vers le replay dès qu'il est disponible. Très bonne soirée. Très bonne soirée à vous tous et bonne soirée. à très bientôt. Au revoir bientôt. à tout le monde. Au revoir. Au revoir.